Hello, hello, bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo sur le décryptage des énergies de la pleine lune dans l'axe Vierge-Poisson, donc pleine lune en Vierge, du 2 mars prochain. Donc pleine lune qui aura lieu donc à 1h51 heure de Paris et donc évidemment 0h51 heure GMT. Alors au programme de cette vidéo, eh bien on va d'abord voir ce que au niveau générique, ce que cette pleine lune va nous apporter comme énergie globale, je dirais valable pour tout le monde, quel que soit son lieu géographique. Ce que c'est qu'une pleine lune en Vierge, et voir, donc de façon générique aussi, et voir un petit peu ce que celle-ci a de particulier, parce qu'elle a quand même quelques bricoles qui vont, je dirais, l'orienter fortement sur un axe qu'elle a déjà, mais là, on va aller au-delà encore sur deux thèmes particuliers. Alors, on va également voir, au-delà de ça, donc différents ascendants, qui vont être donc évidemment en tout premier lieu Paris. Ensuite, je pense que j'ai choisi, hein, parce que je ne peux pas tout faire, donc à chaque fois je vais tourner pour certains pays. Donc j'ai choisi globalement la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion, Nouméa, l'Australie, Québec et Madagascar. Donc voilà, ça sera fait dans l'ordre. Je vais continuer sur mon ouverture il y a 15 jours, sur les énergies nations, et cette fois-ci on parlera de l'Allemagne, parce que les énergies, vous allez le voir, de l'Allemagne et de la France sont très liées depuis le départ. En fait, on verra que c'est la même souche et que ça se traduit, l'unité se traduit de façon complètement différente. Et donc, évidemment, pour le collectif, qu'est-ce que ça apporte et qu'est-ce que ces conflits successifs ou ces amitiés successives ou ces interactions successives ont pu apporter et permis comme travail d'identification en miroir de chacun des deux pays. Après, je pense que j'essaierai de, comme c'est un État fédéral, on verra tout ça, je vous parlerai d'autre chose. On finira par la numéro du jour, du 2-3-2018, donc avec le tarot de Marseille et les lettres hébraïques. Alors, tout d'abord, c'est quoi une pleine lune en Vierge? Une pleine lune en Vierge, donc on est d'accord que la pleine lune, elle, c'est quand la lune se trouve en face du soleil. La pleine lune en Vierge, donc ça amène sur le signe solaire, donc le signe dans lequel se trouve le soleil, ça amène un focus, un travail particulier, un éclairage neuf, quelque chose, un point d'attention. Et ce point d'attention, c'est la lune qui le livre, en fait. Le soleil, il est là, lui, il donne son aspect régulier du signe. Il envoie le rayonnement du signe dans lequel il passe. Et la lune, en fait, en faisant son action de pleine lune, elle vient refléter quelque chose qui est caché par la lumière directe. Soit qu'il y a trop de lumière, soit qu'il n'y en a pas assez, soit qu'on ne veut pas le voir, etc. Mais en tout cas, elle donne la possibilité, parce qu'après, c'est toujours la même chose. On est toujours dans quelque chose. Vous avez parfaitement... alors, parfois, pas tout à fait, hein, soyons clairs. Hein, mais vous avez, en règle générale, la possibilité de dire j'utilise ces énergies ou je ne les utilise pas. C'est livré à tout le monde. Alors après, on voit, on commence à être habitué, on voit qu'avec chacun des ascendants, le collectif qui se situe sous l'ascendant a vraiment une orientation des fois particulière de l'énergie à travailler. Mais globalement, une pleine lune en Vierge, ça va amener du détail, du concret, des limites, parfois de la dispersion dans le Poisson. Le Poisson, lui, il a un problème de limite, il a un problème de communication, il a un problème d'organisation. Par contre, il sait justement aller au-delà des limites, il sait rêver, il sait pouvoir mettre en place une forme d'idéal, il sait justement construire l'après quelque chose. Il sait construire ce qui n'existe pas encore. Pourquoi? Parce qu'il contient aussi en lui tout le reste. Il a déjà fait le cycle.
Il est déjà passé par le bélier, donc il a déjà un peu en lui, encore une fois, on a tous en nous les 12 signes, à des degrés, encore une fois, comme le yin et le yang, plus ou moins définis, plus ou moins travaillés, plus ou moins importants. Donc là, cet axe Vierge-Poisson vient nous dire, hé, nos détails concrets, là, bah, il faudrait peut-être pas les oublier, sous prétexte qu'on est dans une béatitude extrême des fois, par le signe du Poisson, que tout devient flot. Est-ce qu'on n'aurait pas oublié quelque chose du quotidien? Est-ce qu'on n'est pas rattrapé par quelque chose? Est-ce qu'on n'est pas aussi tenté d'oublier quelque chose du quotidien qui nous ressaute à la figure? Ça, c'est effectivement le côté axe pleine lune en Vierge. Alors, cette pleine lune, en tout cas, voilà, elle a lieu donc dans cet axe à 11,22 degrés. Alors, vous admirerez les maîtres nombres qui sont dessus, donc pas forcément simple non plus à gérer, hein. Et donc, en ayant lieu à 11,22 degrés donc dans l'axe Poisson-Vierge, elle s'adresse très fortement à des gens qui ont qui sont de ce signe-là, qui ont un ascendant, qui ont un amas particulier autour de ce degré-là. Donc, fin de premier décan, début deuxième décan, des signes mutables. Poisson, Vierge, Gémeaux, Sagittaire. Donc, et Gémeaux Sagittaire parce que ils sont en carré, donc ils sont un peu en dissonance et c'est pas forcément simple. Les autres qui ont des choses situées dans ces degrés-là des autres signes, eux vont être favorablement influencés par cette pleine lune. Donc ils vont peut-être avoir des choses qui vont se matérialiser de façon fluide. Donc ça n'empêche pas qu'ils pourront prendre conscience des trucs, mais ça sautera pas comme le diable hors de sa boîte, voilà. C'est plutôt ça, l'idée. Alors, la pleine lune en Vierge, c'est quoi? On a vu que c'est essentiellement la matière, que c'est essentiellement le quotidien, les syndicats, il y a un côté collectif, comme je dis toujours. Alors évidemment, il y a la santé, mais la santé aussi dans le sens pas bien-être du corps, où ça on est plus dans le taureau déjà. On est dans la santé plutôt côté alimentation, côté hygiène, côté... il y a une espèce de cycle à mettre en place en fait pour ça. Vous voyez, il y a le côté... le côté vierge, il s'adresse vraiment à quelque chose qui va être bien sectorisé. On est vraiment sur quelque chose, c'est la santé, mais la santé, hygiène, hôpital. Donc il y a cette histoire de corporation aussi que j'intègre souvent à la Vierge parce que je l'ai vu marcher plusieurs fois, effectivement, de façon forte avec les syndicats. Donc, une espèce de collectif transversal. C'est pour ça que ça m'intéresse aussi, en fait. C'est cette notion un peu d'autre Mercure, puisque le maître de la Vierge, c'est Mercure aussi, qui est le maître, qui est le fait de mentaliser, mais qui va, par exemple, s'exprimer sous la forme de la parole, le Mercure qui est maître des Gémeaux. Là, on est plus sur Mercure, maître de la Vierge, signe de terre, donc analyse. Analyse, tout est portionné, tout est bien calibré, etc. etc. Et dans ces groupes, on a quelque chose qui est identique. Vous voyez? Il n'y a pas de notion de hiérarchie là-dedans. Il y a vraiment une notion de globalité, d'entièreté, mais pas de notion de hiérarchie comme on peut retrouver dans le lion, dans le bélier, dans le sagittaire. Voilà, on n'a pas tout ça. D'accord? Alors, on est aussi sur, par tout ce qui est tri sélectif, on est aussi sur
la nature par rapport à tout ça, par rapport à nos chantiers divers et variés au niveau de l'hygiène. Ça va toucher jusqu'au tri sélectif, ça va toucher jusqu'à la façon dont on va pouvoir euh, ranger nos zones écologiques, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on évacue Bure, on évacue telle et telle chose. Voilà, c'est un petit peu... alors, on est dans le poisson, parce que finalement, ce truc écologique, on dit, bon, il y a des gens qui sont là-dedans, qui défendent, mais ils défendent aussi des idées autres, que parfois, certaines personnes, ils ne partagent pas. Et puis, malgré tout, ils se mettent en travers pour des choses qui sont... personne n'a envie d'aller habiter à côté d'une réserve de déchets nucléaires. Je pense que c'est juste normal. Alors après, il faut être l'État pour pas comprendre, mais euh, ou alors il y a quelque chose de fondamental. Donc c'est ça, par exemple, cette pleine lune entre la Vierge et le Poisson, elle va montrer ça. Elle va montrer, par exemple, des zones écologiques. Elle va montrer des problèmes de déchets. Elle va montrer des problèmes de santé. Elle va montrer des problèmes d'hygiène. Elle va montrer des problèmes de comportement. Elle va montrer des problèmes de mauvaise humeur de syndicats, de droits de l'homme, de choses comme ça. Alors après, vraiment, quand on creuse après dans les droits de l'homme, on est dans la balance. C'est autre chose, c'est l'égalité, c'est machin, c'est l'État, c'est tout ce qui est administratif. Là, on n'est pas dans l'administratif, dans la Vierge. On est dans la baston pour arriver à pouvoir positionner ce qu'on a le droit de faire ou pas par rapport à son métier. On n'est plus tout à fait sur l'homme, on est sur la corporation, en fait. C'est pour ça que cette notion de corporation transversale est assez intéressante. Et là, elle est reliée à la Terre. Donc, on commence à avoir des énergies qui vont après être appelées par l'Uranus l'Uranus en taureau quand il sera là au mois de mai. D'accord? Donc, on est toujours sur des choses qui peuvent aujourd'hui surgir et être utilisées demain. Donc, ça, c'est intéressant. D'accord? Donc, la pleine lune en Vierge, elle dit aussi, attention de ne pas vous perdre dans les détails. Et puis, c'est une importante vision de la matérialisation. C'est-à-dire que quand je suis alignée aujourd'hui, je matérialise. Mais il est compliqué de projeter et de pouvoir, je dirais, décider avec l'intention. Alors que là, en étant alignée, l'âme, elle projette directement ce qu'elle est et c'est son rayonnement qui va matérialiser. Vous voyez, donc on est dans quelque chose d'un petit peu différent. Et pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que dans cette pleine lune, on a un soleil conjoint Mercure, soleil conjoint Neptune en Poisson, donc il est vraiment complètement sur son axe et complètement dans son truc, et il augmente encore la vibration du Poisson. Il augmente encore toute cette vibration, il augmente encore toutes ces choses-là qui sont de façon certaine assez, assez porteuses d'absence de limite. D'accord? Donc là, on voit que à la fois, il y a cette absence de limite, mais avec la Lune en face, il y a une possibilité aussi de rentrer dans le domaine de la projection pour la matérialisation. Je suis alignée, globalement, d'accord, avec la matière, mon rayonnement d'âme va pouvoir matérialiser des choses qui sont utiles, non pas pour mon ego, mais pour la progression de mon âme. Donc aujourd'hui, on a des lignes de temps qui sont plus du tout linéaires, c'est-à-dire qu'on est complètement bois la tasse dans tous les sens au niveau timing. Donc quand on projette des choses, ça se passe jamais comme on a décidé. Et pourquoi? Parce qu'on a des lignes de temps qui sont retournées en spirale avec des problématiques de vie qui sont des espèces de tangentes à ces spirales qui se rejoignent en un point qui est nous. Mais globalement, chaque fois que vous croyez avoir résolu un problème sur un anneau, en fait, vous n'êtes pas à l'abri de recroiser ce problème sur l'anneau du dessus. D'accord? Et donc, il va se matérialiser d'une autre façon dans votre vie, à un autre niveau. Et ça, c'est par les lignes de temps. Voilà. Et qui y ont toujours ces problématiques différentes. Donc, on a quelque chose qui est, je dirais, très axé aussi sur cette spiritualité qui parvient à rendre la matière
enfin l'énergie égale matière et matière égale énergie, donc on arrive avec l'intention de l'âme à matérialiser, finalement à transformer cette intention énergie en chose visible et utilisable par nous. Et pour nous, pour notre progression propre. Alors, il y a aussi l'effet inverse, c'est-à-dire que quand on n'est pas aligné, on va matérialiser une succession de choses maintenant qui vont nous faire comprendre qu'on n'est pas du tout à notre place, qu'on n'est pas du tout sur notre mode de fonctionnement, qu'on a fait des choses qui ne sont pas complètement validées, etc., etc. Donc ça doit nous permettre de nous réorienter au niveau des signes. D'accord? Là, aujourd'hui, toutes ces planètes en poisson, donc on vient de parler de Neptune, mais attention, on a Vénus, on a Mercure, on a Chiron, et on a l'astéroïde Junon, plus Nessus le Centaure. Donc on a un nombre de planètes en poisson. Lune Soleil a fait des articles dont je vous mettrai son lien en dessous, qui sont très intéressants, justement sur la dose qu'on a, et qui donne l'ouverture justement à cette matérialisation énergétique. C'est-à-dire qu'on a la possibilité d'aller chercher cette énergie, de la voir donc via ce focus de la Lune, et de la transformer en matière réelle avec ce signe de la Vierge. Donc ça veut dire attention à ce que vous matérialisez, attention à ce que vous êtes, attention à ce que vous dites, à ce que vous faites, parce que je dirais que ces lignes de temps étant vraiment très très rapprochées maintenant et plus du tout sur du linéaire, je pense que certains d'entre vous ont dû faire les expériences que quand on pense à quelque chose, le truc se matérialise pratiquement à la demi-seconde. Et donc, si on matérialise des trucs complètement contradictoires, on peut aussi, compte tenu de la notion du poisson qui n'a pas de limite et surtout pas d'organisation, se retrouver dans une espèce de soupe de trucs ingérables parce que finalement, on a matérialisé tout un tas de détails en même temps, mais pas forcément de façon consciente. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment aller chercher ce qui nous appelle, cette spiritualité, cette sensibilité, puisque le Neptune conjoint le Soleil, on est sur de l'ultra-intuition, on est sur beaucoup de sensibilité, d'idéalisme, du flou, encore une fois, énormément de flou, mais on peut aller au-delà et nous repositionner dans notre réalité, encore une fois, c'est la nôtre, hein. Projeter et transformer la matière, c'est par rapport à notre propre rayonnement, et pas par rapport à celui des autres. D'accord? Attention, manque de sens pratique, parce qu'un Mercure en poisson, hein. On peut d'un seul coup ne plus comprendre comment le truc marche, parce que Mercure en poisson, c'est bien pour le dessin. Alors c'est le poète, hein, Mercure en poisson, c'est celui qui va écrire des vers. Donc on voit bien que si on est en train de vouloir faire un truc ultra précis et ultra méticuleux, ça va quand même être chaud patate, d'autant que là, en plus, Mercure, il est conjoint à Vénus, qui est quand même une planète artistique très, très poussée, qui en poisson est vraiment la planète de la compassion, hein. Vénus en poisson, c'est waouh, c'est l'amour inconditionnel, la compassion. La conjonction, la proximité de Chiron laisse planer un doute sur le fait qu'il y a un soin relationnel possible. Donc ce soin relationnel, il est peut-être issu suite à un coup émotionnel. Quelque chose qui se passe et qui vous amène finalement à revoir vos relations différemment, en disant là c'est plus possible, ce que j'ai vécu m'a poussé trop loin et me permet plus de voir mes relations sous la même forme en fait. Donc attention à vos idées négatives du coup, puisqu'on a vu que on matérialise à fond la caisse. Donc il y a aussi une possibilité de culpabilité là-dedans. Donc il faut faire attention à ce qu'on fait, puisque le Mercure en poisson, il ne va pas nous donner de direction super claire, hein. Il ne va pas nous éclaircir le mental, il va rester très, très
très au gré de l'eau en fait, hein, très au fil de l'eau. Il va peut-être manquer de confiance aussi, hein. On peut avoir une baisse de confiance avec un Mercure en Poisson. On peut aussi se considérer comme, pas fiable ou que les autres nous considèrent comme pas fiables d'un seul coup parce qu'on va faire, en moins de 5 minutes, on va prendre une direction complètement, opposée. Voilà, on est un peu, flouté ou un peu, Peter Pan quoi. Un peu, dans les sphères, hautes. Alors c'est pas forcément, pénible pour tout le monde, hein. Mais c'est, voilà, il y a quelque chose qui est quand même, pas extrêmement pratique dans la vie de tous les jours. Cette conjonction à Vénus, en Poisson, elle nous amène encore davantage de sensibilité, des rencontres aussi possibles, qui seront faites sur un autre mode. Parce que des rencontres sous le mode de la compassion, sauf erreur de ma part, il y en a pas tout le temps. Donc voilà, la réalité ici, elle va rejoindre la fiction et on va pouvoir faire des rencontres qui vont même être des rencontres soignées, c'est-à-dire que des rencontres soins avec Chiron à côté. Hem, on peut même faire des rencontres qui vont se retrouver en dehors de la réalité. C'est-à-dire qu'on est dans un autre monde avec, la personne qu'on rencontre ou avec, la personne avec qui on avance. Il va y avoir une espèce de changement un changement de vibration qui va faire on va accéder à la relation va accéder à un stade nouveau. Voilà. Avec, la possibilité de se comprendre plus profondément, de lâcher peut-être plus de choses, de se confier davantage, d'arriver à une unicité qui est assez, qui peut être assez, qui peut aller jusqu'à l'âme parce que le poisson, c'est quand même ça en fait, hein. Donc voilà. Alors après, cette exclusion de la réalité, des fois, on va pouvoir la retrouver, bah, parce que cette Mercure, cette conjonction Mercure-Vénus, elle est conjointe à Mars-Vesta. Donc Mars-Vesta en Sagittaire, donc là, on est peut-être sur, heu, une espèce de on n'arrive pas à trancher en fait, on n'arrive pas à avancer, on n'arrive pas à poser une action dans la relation qui pourrait lui permettre donc on est vraiment sur quelque chose de très contemplatif en fait quand on regarde les choses et que on va peut-être nous demander une action pour faire évoluer cette relation et on va avoir un mal de chien à faire. Parce que c'est quelque chose qui va nous paraître pas simple, pas on va pas voir la direction, on va pas voir, où ça peut aller. Alors après, il y a le contre-coup du machin, comme c'est dissonant, on peut très bien aussi tomber sur se tromper et rencontrer des gens, et sous le coup de l'émotion, le truc peut s'emballer, aller vraiment jusque dans un autre monde et en fait, c'est un feu de paille. On se rend compte que ça n'existe pas, le bidule. Mais bon, ça c'est renforcé par le fait qu'on se retrouve sextile à, Lune noire et Pluton en Capricorne. Ça veut dire que bon, il y a des choses qui peuvent arriver, qui sont aussi des peurs générées, hem et qui peuvent se montrer être des choses qui poussent comme des champignons et puis qui finalement, heu, permettent d'accéder au-delà des peurs, au-delà des choses à quelque chose de vraiment de l'ordre de la compassion. Vraiment des niveaux très, très, très hauts. Ce qui est en plus, validé par, et ça du coup ça donne des relations terrestres très, très authentiques, très vraies, très qui peuvent aller chercher des choses très profondes puisque on se retrouve avec cette conjonction Vénus-Mercure-Chiron à Trigone, donc c'est-à-dire un aspect très positif, à Jupiter en Scorpion. Donc là, on voit qu'il y a vraiment un besoin de relations authentiques, vraies, même si elles sont grattées très profondément. Donc on voit bien, on va avec cette compassion à des niveaux très hauts et avec le Scorpion, on va aller gratter des niveaux très, très profonds pour que finalement le truc il fasse un, il refasse son unité complète. D'accord? Donc c'est assez, je trouve que c'est assez intéressant parce qu'on est vraiment sur un soin relationnel qui nous est envoyé comme ça et qui permet de récupérer des relations, des relations entre les gens, de les creuser et d'aller à un niveau jamais atteint jusqu'à présent, en fait. Et ça, c'est voilà.
D'accord? Donc on a vraiment une ouverture de porte là qui est sur le soin relationnel qui est phénoménal. C'est vraiment quelque chose de super intéressant. Alors cette pleine lune, elle est d'autant plus validée aussi au niveau de sa matérialisation dont on parlait tout à l'heure, par le sextile de Soleil-Neptune à Saturne en Capricorne. Donc là, si on n'est pas dans la matérialisation, je ne sais pas dans quoi on est, en tout cas, on est bien dans l'idéal qui va créer de la matière. Et de la matière solide, parce que Saturne en Capricorne, on est dans quelque chose qui n'est pas volatile, d'accord? Qui va être vraiment, voilà. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette matérialisation, elle peut se faire n'importe quand, à partir du moment où on comprend les signes. Et les signes, c'est quoi? C'est que, effectivement, vous émettez une intention, mais il faut que l'intention que vous émettiez, elle soit conforme à l'intention de votre âme d'évoluer. Et à partir du moment où donc vous êtes aligné, même si vous n'émettez rien, je dirais rien volontairement avec l'ego, à partir du moment où vous gardez ce centrage intérieur, votre âme est maintenant, avec ces nouvelles énergies, capable de matérialiser toute seule ce dont elle a besoin. À vous de voir ce qui apparaît dans votre vie ou ce qui en sort, les synchronicités bizarres que vous allez voir, et de les comprendre, de les noter peut-être, et de les décortiquer, de les analyser. Cette pleine lune en Vierge, elle va vous donner la possibilité de le faire. D'accord? Et ce Saturne en Capricorne, qui est sextile cette pleine lune, d'accord, dans cet axe, elle est vraiment, donc sextile trigone avec la lune, elle est vraiment là pour ancrer cette nouvelle matérialisation et permettre la lecture des signes. On est bon, c'est ok, on va voir des synchronicités qui vont nous parler, même si on ne sait pas, on sent que c'est bon. Et si ça marche pas, clac, on cherche pas à s'entêter, quoi. On dégage de là et on cherche, on demande autre chose. On demande une autre justification. D'accord? Alors, on est aussi sur un nouveau carré Pluton-Uranus, donc Capricorne-Bélier. Alors, le Capricorne et le Bélier, ça se parle plutôt pas mal, mais le carré du plutonium et de l'uranium, on est quand même dans une atmosphère qu'on sent globalement au niveau mondial. On n'est pas en train de parler au niveau individuel, quoique, en fonction de ce que vous avez en dessous, ça peut se révéler aussi être particulièrement instable à l'intérieur de vous. Plutonium-uranium, c'est juste une explosion nucléaire. Donc, on est d'accord qu'on peut être face, soit on l'a déclenché soi-même parce qu'on a des proportions, soit on est face à quelque chose qui extérieurement peut rendre l'atmosphère instable et générer des conflits, des choses qui sont très, très, très lourdes. Donc on est sur des choses, effectivement, comme l'utilisation possible d'armes chimiques, comme on voit en Syrie, des choses comme ça. Ça, c'est ce fameux carré. Alors en plus, avec toutes les planètes en poisson, ce qui est sûr que l'utilisation des armes chimiques, elle est totale. D'accord? Le pétrole, c'est Neptune. D'accord? La chimie, c'est Neptune. Donc, quand vous avez en plus le plutonium et l'uranium, vous êtes tranquille. Hein. Ça, si c'est pas une marque d'armes chimiques, je ne sais pas ce que c'est. Donc, on ne voit pas parce que c'est flouté, on n'arrive pas à se sortir de là parce que c'est flouté par Neptune, il n'en ressort pas moins que ce carré Uranus-Pluton, il est bien revenu. Il est bien revenu, donc ça donne une atmosphère quand même lourde, une atmosphère instable, une atmosphère qui peut se sortir de là, puisque Uranus, lui, il va être en trigone à ce Vesta Mars en Sagittaire, qui a quand même du panache et qui a la possibilité de solder ça. Alors quand on parle de solder un truc pareil, on a le droit de se demander sous quelle forme, parce qu'en général, c'est pas quelque chose de super agréable. Hein. On se doute bien que transformer une explosion nucléaire, je sais pas quelles idées ils ont là-haut, mais faudrait nous traduire avant, hein, parce que ça donne pas envie quand même. Hein. On voit bien déjà ce qui se passe en Syrie. Donc,
on a... qu'est-ce que je voulais dire? On a cette possibilité aussi en ce moment de voir avec ce dernier carré que les énergies qui se positionnent en ce moment, elles vont agir sur les systèmes de 2019. Pourquoi? Parce que là, Jupiter, lui, il arrive donc complètement en quinconce de Uranus. Donc le quinconce, c'est une énergie qui existe, c'est un top. Je te top pour voir un peu ce que ça donne, mais je ne t'utilise pas. On a la possibilité de le faire, mais on ne le fera pas. Et par contre, cette énergie-là se mettra en pratique à partir du moment où on arrivera, clac, en trigone. Alors, Jupiter et Uranus sont en trigone en décembre 2019. D'accord? Bizarrement, ils tombent en trigone le 14-12-2019, ce qui donne 5-3-3, enfin, et donc ils peuvent être déjà en contact le 12-12-2019, ce qui nous donne 3-3-3. 9. Bon. Donc il y a une fin de quelque chose avec ce trigone qui est annoncé en décembre, donc je dirais autour du 12 décembre 2019. On a quelque chose qui est assez lourd. Bon, on est d'accord que c'est des portails qui sont globalement aussi utilisés tous les ans, mais là on a vraiment ce branchement énergétique Jupiter-Uranus qui a lieu sur ce portail. Donc on est d'accord, par exemple, nous on aura un portail le 11-11-2018, c'est-à-dire 11-11-11. D'accord? Donc ça veut dire que 11-11-11, on a un truc qui claque, clac, qui se verrouille ou qui se déverrouille, clac, clac. D'accord? Donc le 12-12-12, globalement, hein, c'est ça que ça veut dire, on a un branchement Jupiter-Uranus. Jupiter-Uranus, c'est poum, l'état qui saute. D'accord, des obligations de changement brusque et profond de ce qui est notoirement reconnu au niveau administratif, au niveau hiérarchique, au niveau statutaire. D'accord? Voilà. Donc là, on est sur je touche, je mets en route cette énergie, mais je ne l'utilise pas. Je ne la déclenche pas. En ce moment. On est d'accord? Alors, donc on va passer, donc là c'était les énergies globales. Donc, passons à la France. La France, elle a donc pleine lune à 1h51, on avait dit. Donc 1 degré 38 Sagittaire. Donc 1 degré 38 Sagittaire, et ça nous donne une pleine lune dans l'axe 3-9. Donc 3-9, c'est l'expression, donc la volonté de communiquer quelque chose, de créer quelque chose dans un entourage proche et en transformant une certaine forme de spiritualité, d'accord? Ou de quelque chose qui a lieu à l'étranger, quelque chose qu'on regarde de l'étranger, quelque chose qu'on doit ramener de l'étranger. Donc, on est sur une façon d'exprimer sa foi, d'exprimer ce soin relationnel dont on parlait tout à l'heure. D'abord sur son entourage proche, puisque le 3, c'est la maison 3, ça peut être aussi l'entourage proche, mais cette maison 3, elle commence avec le Verseau, ce qui veut dire que d'un seul coup, on peut avoir une envie de communiquer ce soin relationnel à du collectif. D'accord? Donc à quelque chose qui est beaucoup plus grand, qui est beaucoup plus large. Donc on peut avoir des soins collectifs qui peuvent se faire, ceux qui travaillent sur des soins collectifs, ça peut être une excellente période pour pouvoir travailler et encore plus canaliser des nouvelles énergies qui vont pouvoir, je dirais, aller chercher des niveaux de soins sur les groupes que vous n'avez certainement pas encore pu canaliser. C'est ça que ça veut dire, c'est qu'on met à votre disposition des choses qui sont à un niveau plus haut, plus fort, et qui vont vous permettre d'aller soigner et en tout cas toucher
des niveaux, comme on parlait des archétypes l'autre jour, donc des choses encore au niveau du collectif un peu plus haut. Alors, comme on voit, c'est la matérialisation, hein. C'est avoir la foi en la matière. C'est-à-dire comprendre que la matière est là maintenant pour nous aider et que, cette matière qui n'est ni plus ni moins que la matérialisation de l'énergie envoyée par notre âme dans ses intentions, doit nous permettre de nous guider. Et donc notre rôle à présent, c'est de pouvoir la lire, régulièrement, en tout cas de façon permanente, pour pouvoir, la vivre en conscience. Voilà, donc ça, c'est pour la France. Alors la Guadeloupe et la Martinique. Guadeloupe, Martinique, voilà, c'est là. Donc j'ai une pleine lune le 2 mars 2018, non, le 1er mars 2018, autant pour moi, 20h51. Donc avec un ascendant à 20 degrés 53 minutes, Balance. Ce qui nous donne une nouvelle lune en maison 5, d'accord, dans l'axe 5-11, donc purement du collectif, des projets, du créatif, des enfants, etc., etc. Mais l'autre partie du poisson est en maison 6, donc toujours ce soin, ce truc lié à la santé, ce soin collectif qui peut être donc, lié au groupe, mais aux groupes transversaux, aux syndicats, aux SCOP et aux ateliers globalement, des gens qui vont dans le même sens pour pouvoir créer une même énergie. Et donc là, il y a un soin de compassion énorme qui peut se mettre en place et qui peut permettre à des groupes qui ont été, je dirais, qui s'identifient, de pouvoir reconnecter des énergies racines. D'accord? Et c'est là où c'est intéressant de pouvoir soigner ces énergies racines de certains groupes par la compassion, le pardon et puis, je dirais, l'absence de mental, puisque ce Mercure en Poisson, il va lâcher son voile analytique, qui va être ramené par la lumière de la Lune, donc c'est-à-dire qu'elle va être ramenée sous forme émotionnelle, plutôt. Donc voilà, ça c'est la Guadeloupe et la Martinique. Donc le quotidien aussi peut jouer un rôle. Donc on peut avoir des choses qui se basent là-dessus pour pouvoir nous envoyer sur des soins qui sont beaucoup plus globaux que des soins individuels. La Réunion maintenant, la Réunion, donc la pleine lune le 2 mars 2018, 4h51 du matin, ascendant 21 degrés 14 Verseau. Alors là, en plus, on est conjoint au nœud sud. Donc là, il y a un travail de défrichage des anciens modes de fonctionnement collectif pour la population qui doit être identifié, sorti, et on est toujours sur la même chose, on est toujours sur des choses où on nous dit attention, il y a quand même une obligation de prendre conscience des choses, de ce que finalement l'État, la politique, etc. Assiste, donne pour que évidemment il n'y ait pas de survenance et ni de traces des origines, des racines, pour pas que ça se reconnecte. Et pourtant, c'est ce qui est demandé. C'est ce qui est demandé via cette pleine lune en maison 1, axe 7-1, donc c'est-à-dire le moi, l'individu par rapport au groupe, l'individu par rapport au couple aussi, par rapport à ce qui est familial, donc la position dans la famille, la position dans le couple, et la position aussi en deux par rapport à ce qu'on a, à ce qu'on est, aux dons qu'on amène et au patrimoine. Donc le soin collectif du patrimoine. À qui appartiennent les terres, puisqu'on parle du taureau? Donc à qui appartient la terre? Comment est-ce qu'elle est distribuée? Comment est-ce qu'on l'utilise? Comment est-ce qu'on la valorise? Tout ça, ce sont par rapport à ses racines, par rapport à son implantation, son enracinement dans sa foi intérieure, dans la matière et dans cette île, il y a tout ça à traiter.
Donc, ouais, ça fait un petit peu, voilà, il y aura des ajustements et un grand soin, relationnel qui appartient aussi à l'argent. La notion de l'argent aussi, il faut traiter ça. Va y avoir plein de gens qui vont avoir à traiter ça, qui vont avoir à traiter cette notion argent, argent famille, argent terre, argent, archétype, argent racine, qui est mal positionné. Donc il faut sortir tout ça et arriver à le retraiter. Donc chacun à son niveau, évidemment, on peut pas casser la figure à tout le monde, même si on en a envie, hein. Il y a, des étapes et il y a de la conscience surtout à faire les choses. De la conscience à pouvoir, les sentir et déjà les mettre en lumière à cet endroit-là. D'accord? Donc tous ceux qui sont conscients de ces schémas-là, en fait, on va vous demander de les mettre en conscience et dans la lumière, en fait, au niveau du collectif. Donc je pense que ça va se matérialiser très correctement dans votre vie pour que vous puissiez avoir les opportunités de le faire. Nouméa. Alors Nouméa, pleine lune 2 mars, heure 11h51 et ascendant 2°12' Gémeaux. Ce qui nous donne une nouvelle lune, dans l'axe 4-10. Donc là, on est clairement, travail, famille, patrie. Et donc en fait, voilà, on est sur quelque chose qui est très, 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 très très axé sur l'intériorité, les objectifs perso. C'est quoi mes objectifs perso? C'est quoi mes objectifs, voilà, comment est-ce que je peux faire pour rendre, les objectifs personnels au collectif, et cetera, et cetera. Transformation du matériel, attention, la matérialisation là, elle est intense. Elle est intense et très, très, très bouleversante. Elle peut, métamorphoser des tas de choses, donc ayez bien conscience que les choses peuvent être aussi, assez, intenses, notamment dans le relationnel au niveau de la famille et du couple. Attention aux disputes, aux discordes, aux machins, parce qu'on n'est pas d'accord sur les choses et sur la façon dont on veut réaliser les choses. Sur la façon, c'est de la méthodologie qui s'applique, c'est de la construction familiale et personnelle qui s'applique et collective. Et il y a vraiment quelque chose. Il y a un soin aussi au niveau du féminin à réaliser. Québec, pour mes amis canadiens. Eh bien, donc on est sur le 1er mars, d'accord, heure 19h51, et on a un ascendant à 8°25', Balance. Donc ce qui nous donne une nouvelle lune entre la 5 et la 6. Donc là, on retrouve encore ces notions de création de projets, de modification du collectif, d'accord, entre la 11 et la 12, de transformation du collectif pour arriver à lever tout un tas de choses. L'espace groupe aussi, le soin collectif, lui, il doit se faire aussi en totale compassion, avec, les groupes, avec la santé, avec, voilà, tout un tas de l'hygiène, avec tous ces machins-là qui peuvent il y a des choses dans les hôpitaux qui peuvent, surgir, des choses, avec, le bien-être, avec des choses qui semblent horribles, des scandales qui des peut-être des histoires, difficiles à supporter au niveau éthique. Donc qui seront là. Donc beaucoup d'énergie aussi de transformation du couple. Attention aux disputes, attention à toutes ces choses-là. Les peurs familiales peuvent être aussi présentes au niveau de leur construction, la peur du futur, la peur de ce qui va se passer, par exemple en lien avec les États-Unis, en lien avec les armes, en lien avec la construction de tout ce que ces grands États peuvent apporter et peuvent nous imposer. D'accord? Voilà, globalement, on compte encore sur l'État et ce qui est statutaire pour nous amener la vérité. Voilà, donc pour l'instant, on tient là-dessus. L'Australie. Alors, avant-dernier. Donc l'Australie, on est sur le 2 mars 2018, 11h51, avec un ascendant à 8°31 Taureau. Donc là,
pleine lune était dans l'axe 10-4, donc toujours famille, objectif perso, avec l'autre partie du poisson en 11 qui nous donne un soin collectif à bien paramétrer. D'accord? Parce que, il est vraiment, issu sur la compassion et qu'il va donner lieu à des peut-être des dissensions. Il y a des choses très, qui doivent se solder et qui vont sortir avec un Uranus en 12. Vous pouvez avoir des tas de choses, qui sortent au niveau de l'état, parce que l'état est en Scorpion, le Jupiter en Scorpion en 7. Donc on a des choses qui peuvent arriver et qui, peuvent, dézinguer complètement votre gouvernement avec des scandales d'État, avec il y a un besoin d'éthique. Il y a un besoin d'éthique, il y a un besoin de compassion, il y a un besoin de reconnaissance, il y a un besoin de solde importante de tout ça, un soin vraiment avec de la compassion, avec de la gentillesse, avec tout ça. Et enfin, Madagascar, donc 2 mars 2018, 3h51, ascendant 13°30 Verseau. Donc ce qui nous donne une pleine lune en maison 2, 8. Donc avec un maximum de transformation et de prise de conscience de ce qu'on a, du patrimoine, de la terre, du travail à faire, toujours le solde du collectif, attention, des dissensions importantes au sujet de la terre, au sujet de l'argent, au sujet des frontières, au sujet de ce qui est notre identité, en fait, qui intervient. Il y a des peurs à aller chercher et des peurs à pouvoir transformer au niveau de l'émotionnel, pas mal de choses qui remuent pour Madagascar. Voilà. Donc ça, c'était les ascendants, donc comment cette énergie qu'on a vue pouvait se caractériser et se mettre en place. Alors maintenant, l'énergie nation de l'Allemagne. Alors, pourquoi l'Allemagne? Parce que l'Allemagne, en fait, c'est un pays qui tire sa souche, finalement, donc du Saint-Empire romain germanique. Donc soyons clairs, l'Allemagne était à l'origine dans la même souche de terre que la France. C'est Charlemagne qui détenait l'Allemagne, donc avec effectivement tout un tas de choses, je dirais, attenantes au niveau territorial. Donc la France et l'Allemagne sont issus de cet État carolingien, d'accord? Et l'empire de Charlemagne, donc à la mort de Charlemagne, je vous rappelle en 800, c'est le couronnement, donc après à sa mort, ben, il est découpé en 3. D'accord? Il est découpé en Francie orientale, Francie occidentale, et au milieu, c'est la Lotharingie. Alors la Lotharingie, c'est elle qui va finalement disparaître parce qu'elle va être, je dirais, comme elle va s'effondrer complètement, elle va devenir le champ de bataille et le champ d'ajustement des deux autres. D'accord? Donc, on voit très rapidement deux types d'énergie qui se mettent en place dans la Francie occidentale, qui représente nous, et la Francie orientale, qui représente l'Allemagne. Alors, l'Allemagne, globalement, parce que la Lotharingie, après, on va comprendre que c'est finalement l'Alsace et la Lorraine, enfin, la Pologne, tous ces machins-là, qui vont hop, finalement être la frontière et le sujet de la guérilla, de la discorde permanente. Donc, au premier chef dans cette Francie occidentale, on voit que le pouvoir centralisateur prend le dessus. D'accord? Ce pouvoir centralisateur, donc qui est au niveau féodal, hein, on est d'accord, donc il parvient à prendre de l'importance. D'accord? Et la monarchie qui se crée, elle devient absolue. C'est-à-dire elle règne sur l'intégralité du territoire. D'accord? Et qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle va fédérer, entre guillemets, c'est-à-dire qu'elle va s'attacher au niveau féodal, toutes les différentes provinces et duchés français.
D'accord? En Allemagne orientale, c'est l'inverse. Le pouvoir centralisateur s'effondre. Il continue à s'effondrer. La monarchie, elle devient élective, donc c'est-à-dire que on finit par essayer de... Et il y a des principautés, plus ou moins grosses d'ailleurs, mais il y en a plein, de plus en plus, d'accord? Et donc, à la veille de la Révolution française, la France devient un pays super puissant, on connaît le siècle des Lumières, on connaît tout le rayonnement entre Louis XIV et la Révolution, d'accord? Et surtout, on a un pouvoir centralisateur depuis Louis XIV, imaginez, extrêmement fort. Il n'y a absolument rien qui échappe au contrôle de la monarchie, que ce soit les impôts, que ce soit les arts. Sous Louis XIV, on a quand même la création de toutes les académies, Académie des Beaux-Arts, Académie de musique, Académie de sciences, d'accord? Donc tout ça, ça se crée à ce moment-là. Donc pas n'importe qui, quand on voit qu'il y a un Lebrun qui surveille l'Académie des Beaux-Arts, on se dit waouh, c'est ok. Donc c'est des pointures. Mais globalement, c'était Lebrun, il dessinait Louis XIV. C'est lui qui, à Versailles, fait les portraits de Louis XIV. Donc on est tranquille, c'est-à-dire que tout est verrouillé. De l'autre côté, donc il n'y a pas de contestation sur la monarchie de droit divin en France. Aucune. De l'autre côté, l'Allemagne, elle est constituée d'une multitude de petites monarchies, d'accord, qui sont rassemblées au milieu d'une espèce d'empire qu'on va appeler le Saint-Empire romain germanique. Alors lui, il va nous poursuivre très très longtemps, d'accord? Qui est cet Saint-Empire romain germanique? Il est très largement dominé par l'Autriche et évidemment par la Prusse, tristement célèbre pendant la Première Guerre mondiale. D'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe avec la Révolution française? On a une confrontation des nationalismes qui sont complètement différents. D'un côté, on a un truc centralisateur qui va générer un ego surdimensionné et qui va générer, de l'autre côté, la volonté d'aller attraper, puisqu'il n'y a plus de limites, des frontières qui vont écraser les autres. D'accord? Puisque qu'est-ce qui se passe? On a l'élan révolutionnaire qui dit, en France, on va revendiquer les frontières naturelles. Donc ça veut dire qu'on veut aller jusqu'au Rhin. Ben, le Rhin, c'est tout faire de ma part, c'est pas tout à fait là, quoi. D'accord? Donc, en réaction, les Allemands disent, mais oh, vous allez où, là? Donc, on cherche, les Allemands, ils cherchent à s'unifier. D'accord? Ils cherchent à dire, ok, on va trouver d'autres territoires, et puis on va annexer l'Alsace et la Moselle pour pouvoir être sûr que le Rhin n'est pas dépassé, quoi, en fait. Hein. D'accord? Et c'est ça qui est effectivement à l'origine des guerres franco-allemandes. C'est cette histoire de territoire. D'accord? Alors, comment ça se passe déjà dès le démarrage? Donc, on a, une fois que Charlemagne est mort et qu'on a l'essor d'un côté d'un pouvoir centralisé, une monarchie absolue, de l'autre côté, finalement, d'un certain nombre de monarchies, etc., au démarrage, on a, au niveau du Moyen-Âge, la maison des Habsbourg, donc l'Autriche, qui essaye de se placer par des mariages. On voit une Marie-Thérèse d'Autriche qui va épouser Louis XIV, mais c'est pas fini. On va avoir également une Antoinette, Marie-Antoinette, d'Autriche, qui va aussi épouser un Louis XVI. Donc, finalement, en très peu de temps, quelques siècles quand même, l'Autriche a complètement bouffé finalement la possibilité aux autres de se démarquer. C'est-à-dire que l'Autriche est présente dans les Flandres, en Belgique, Pays-Bas, d'accord? Donc toute l'Allemagne, puisqu'on voit, en France aussi, il y a des présences qui assurent aussi qu'on n'est pas envahi, mais aussi jusqu'en Espagne. Donc en fait, à un moment donné, les Français,
ils se retrouvent par des politiques de mariage, quoi, globalement, complètement cernés par cette Autriche qui fait en fait aussi du commerce entre l'Espagne et les Flandres en utilisant la France, mais en faisant pas de commerce avec la France. D'accord? Donc, il y a une espèce de jeu de miroir, on se regarde, on essaye de voir qui va bouger, et en fait, la France considère vraiment ça comme une menace. D'accord? Donc elle essaye de positionner, d'utiliser les religions pour justement rétablir le catholicisme, pour envoyer bouler les protestants. Donc à ce stade-là, on verra qu'en 1685, on a une révocation de l'édit de Nantes qui va pousser très très loin tous les protestants, d'accord, les huguenots, on les appelait, qui va les renvoyer de France. D'accord? Donc une façon aussi de pouvoir s'assurer de son territoire et finalement de sélectionner ce qu'il y a sur son territoire et sur son sol. D'accord? Au niveau de la Révolution, on arrive jusqu'à la Révolution française. La Révolution française, lui, bon, bah, on a vu, Danton, lui, il dit, bah, moi, je voudrais que ça aille jusqu'au Rhin. Donc en fait, lui, il voit même pas le problème de l'Allemagne, puisque de toute façon, c'est des monarchies, donc lui, pour lui, ça compte pas. On prend des soldats, on y va, on fait un, et puis finalement, il n'y a pas de débat. Après, on se retrouve avec Napoléon, qui est au départ très admiré par les Allemands. Il faut comprendre qu'on a des échanges culturels avec l'Allemagne qui sont permanents. On a Hegel, on a Goethe, même Napoléon, il a été vénéré par Hegel, il a été vénéré par Beethoven, qui lui dédie quand même sa symphonie. Donc on est sur des choses qui ne sont pas anodines, avant qu'il se rende compte que Napoléon est un être très 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 envahissant, et que il faut s'en débarrasser, parce que sinon on n'aura plus d'identité. Et ce problème d'identité, en fait, il est définitivement marqué par la défaite d'Iéna en 1806, où l'armée prussienne est complètement écrasée par l'armée française. D'accord? Ce qui provoque une occupation de Berlin, et il y a un début de traumatisme au sein des intellectuels qui au départ étaient super pro-français, je vous le dis. Et là, avec cette occupation de Berlin, on commence à avoir l'émergence d'un sentiment anti-français. D'accord? Donc, on a après Napoléon qui s'amuse à réorganiser dans le cadre de la nouvelle confédération du Rhin, il réorganise l'Empire allemand, donc il réduit le nombre d'États qui était de 300, il dit non, ça va faire une centaine. En fait, et lui, qu'est-ce qu'il fout? Il s'amuse à augmenter les États moyens contre les grands pour pouvoir créer une sorte d'équilibre qui lui permet, c'est diviser pour mieux régner. On est d'accord? Donc, à un moment donné, cette force-là, c'est Napoléon qui commence à pouvoir l'organiser. Puis lui, Napoléon, il est toujours dans son anglo-saxonisme, je ne sais pas comment on dit. En tout cas, il supporte toujours pas les Anglais. Donc, ce qu'il fait, il dit, bon, puisque vous êtes réorganisé, je vais passer au-dessus, et puis je vais annexer tous vos côtes. Parce que si moi je peux avoir accès à vos ports de Lübeck, d'Hambourg et de Brême, je vais pouvoir aller faire du commerce avec les autres et des échanges commerciaux, même dans la Ruhr, puisqu'il y avait du charbon, etc. Et donc du coup, je peux dire aux Anglais que je veux plus les voir et je vais me servir du charbon de l'Allemagne. Oui. Donc, finalement, qu'est-ce qui se passe? La présence française, elle n'est plus supportée du tout. Il y a du mécontentement partout. Les Allemands sortent humiliés, et pourtant ils sont admiratifs de ce qui se passe en France, mais ils n'arrivent pas à comprendre comment ils font. Et donc, la France sert à la fois de modèle pour son unité et sa centralisation des choses, et de repoussoir, parce qu'on dit, mais c'est pas possible de construire quelque chose qui néantise l'individu à ce point-là, qui néantise mais le nationalisme allemand sera donc nourri
des idées de la Révolution. D'accord? Donc, on a quelque chose qui est vraiment fondé sur une dislocation, c'est-à-dire que au niveau français, on est sur de la centralisation extrême, et le sentiment allemand, mais même encore maintenant, c'est de ne pas réussir à fédérer, d'accord? C'est un État fédéral, donc de 16 Länder, comme on dit, mais en fait, il y a toujours sentiment problématique de faire l'unité, de pouvoir mener à bien les choses en unité et en conformité avec une volonté unique. Alors que, donc ils admirent les Français de pouvoir faire un truc centralisé, etc. Eux ne peuvent pas donner le pouvoir à un. Ils sont transversaux. Alors que nous, on est complètement pyramide. On est en pyramide de tout ce qui se passe. D'accord? Donc, on a, nous, une énergie qui passe par la centralisation, qui passe par le rayonnement des choses. On le voit bien avec les lumières, on le voit bien avec la façon dont nos idées s'exportent, dont la façon dont ça rayonne sur le monde. Et cette Allemagne qui a été admirative, elle s'est construite en repoussoir par rapport à ça. C'est-à-dire que son plus grand, même on le voit maintenant avec Angela qui fait venir des migrants et qui ne sait plus comment les gérer après, il y a une volonté de pouvoir faire l'unité, mais c'est difficile de faire l'unité. Donc on est quelque part en éparpillement. Donc au niveau de l'énergie collective ressentie de l'Allemagne, il va y avoir une volonté de faire du un avec beaucoup. Alors que nous, on est sur une centralisation, il y a un domaine, une direction donnée, et puis bah, finalement, il y a une tête qui va montrer l'exemple, puis après ça, il y a un charivari de gens qui seront plus d'accord, mais globalement, on va montrer une idée. On va rester abstrait. On ne va jamais arriver dans le concret. Alors que les autres, les Allemands, ils vont arriver à à s'éparpiller parce que finalement, il va y avoir quelque chose de diffus. Et ils vont pas savoir, ils vont essayer de retrouver l'unité, mais l'unité globale de tous les individus. Alors que nous, c'est pas du tout l'unité globale de tous les individus, c'est le rayonnement, etc. Donc nous, on a une énergie expansive, tandis qu'eux ont une énergie fédérale qui doit remettre l'unité. On voit bien, quand le mur de Berlin est tombé, ils ont réussi, mais c'était de l'acharnement à pouvoir intégrer la RDA, qui n'est toujours pas complètement intégrée d'ailleurs. Donc maintenant, on remet des migrants dessus, et ils sont aux 400 coups, les Allemands, parce qu'ils se disent, mais on nous refait le truc de faire des efforts de façon permanente pour que tout le monde puisse rentrer dans le même moule. D'accord? Et on est sur quelque chose qui avait finalement un intérêt qui était dû à cette souche première, de travailler au niveau des énergies collectives en miroir. Donc ces différents conflits nous ont heurtés les uns aux autres, notamment avec la guerre de 1870, d'accord, où finalement le manque de préparation de l'armée française par rapport finalement je dirais, à un Bismarck a été catastrophique. Et donc les troupes allemandes sont arrivées jusqu'à Paris. Puis l'Empire allemand a été proclamé en 1871 dans la galerie des glaces du château de Versailles. D'accord? Donc on est... alors que c'était la France hein, qui avait déclaré la guerre sur une histoire, une sombre histoire d'ego. Voilà. Donc plusieurs fois on a perdu l'Alsace et la Lorraine. D'accord? Donc c'est devenu presque récurrent d'essayer de les récupérer. Et puis ce contentieux franco-allemand de 1871, donc il a donné lieu à vraiment quelque chose qui s'est retrouvé très très problématique ensuite. C'est-à-dire que Bismarck, lui, il a très bien compris que les Français voudraient récupérer l'Alsace et la Lorraine. Donc il s'est débrouillé, puisque 1871 c'est aussi la constitution du Reich. Donc il s'est débrouillé pour l'empêcher de nouer une alliance contre le Reich.
Donc du coup, il veut, lui, Bismarck, il s'amuse à créer, je dirais, une espèce de coopération entre l'Europe de l'Est, l'Autriche, la Prusse et la Russie. Alors évidemment, ça va pas tenir parce que la Russie, elle est toujours... alors on le fera après, au niveau des interactions avec cet hexagone français qui irradie. On verra qu'il y a beaucoup d'échanges culturels, notamment avec les tsars. Donc, il y a une intensification de la rivalité entre l'Autriche et la Russie qui va amener finalement l'Allemagne à se positionner avec l'Autriche. D'accord? Donc, de l'autre côté, les Russes, bah, eux, ils vont se rapprocher des Français. Et donc, ça va aussi engager pour 39-45, finalement, le positionnement des zones géographiques. D'accord? Donc, on voit que là-dedans, on a des alliances qui vont jouer très fort, qui sont toujours les mêmes, puisque on va avoir un Hitler qui va aller aider Franco, on va avoir et Mussolini en Italie, on va avoir des positionnements sur les colonies, puisque au départ, bah, évidemment, la France, elle avait plein de colonies aussi, mais pas l'Allemagne. L'Allemagne n'avait pas, à la fin du 19e siècle, l'Allemagne n'a pas de colonie. Donc, d'un seul coup, le Guillaume II, lui, il dit, mais moi je veux Platz an der Sonne, donc ma place au soleil. Et donc, c'est là que on lui dit, bah ok, tu peux prendre la Namibie, le Cameroun, Zanzibar, le Tanganyika, le Togo et la Nouvelle-Guinée. Puis après ça, ils s'entichent du Maroc. Mais comme la France le veut aussi, bah, ils se font tout un tas de stratégies plus ou moins bizarroïdes, et donc chacun se voit confier des ports, des machins, des trucs, et finalement, c'est pas du tout brillant, cette histoire. Là-dessus se passe l'attentat de Sarajevo, on zigouille tout le monde et on part sur 14-18, avec Verdun et le problème qu'on en verra sur ce fameux traité de Versailles qui laissait, qui humiliait, que les Allemands ont pensé humilier, puisque la population a très mal ressenti euh, ce traité de Versailles, hein, c'était vraiment quelque chose qui a été très très mal maltraité, c'est le cas de le dire. Et puis, on a après tout ce terreau qui va conduire au Troisième Reich, donc avec ni plus ni moins des facteurs qui vont favoriser ce Troisième Reich, qui sont la crise économique de 29, c'est ce qu'on appelle le diktat du traité de Versailles, c'est-à-dire que vraiment un truc où on étrangle les Allemands en leur permettant pas de se militariser, la persistance d'une pensée de trahison, d'accord, dans cette signature du traité de Versailles, et puis bah, une mise en scène de la haine des Juifs qui n'était pas piquée des verres quand même. Hein. Donc, c'est le moins qu'on puisse dire, on creuse dessus, enfin on construit dessus pour pouvoir euh, aller davantage dans la stratégie politique. Là où c'est intéressant, c'est qu'on se retrouve exactement comme en 1933, puisque en 1933, Uranus rentre en Taureau et on inverse les positions de Pluton qui est en Capricorne et qui était en Cancer, exactement en face, et Neptune qui est en Poisson et qui était alors en Vierge. Donc on repositionne les énergies de façon totalement simultanée conforme mais inversée à ce qui était 1933, et je dirais, cette création après, cet emballement énergétique d'un Pluton en Cancer, d'un Neptune en Vierge, qui ne pouvait pas donner des choses très très clean, mais déclenché par ce déclencheur de Uranus en Taureau. D'accord? Donc, on est là-dedans sur donc, un changement énergétique fort lors de l'entrée d'Uranus en Taureau, avec la possibilité pour Hitler d'aller créer du nationalisme sur de la globalité,
d'accord, avec un Neptune en Vierge qui va flouter le quotidien et qui va permettre à ce que l'utilisation aussi de la chimie et etc. Il y a de la pourriture dans Pluton en Cancer, hein, quelque chose de pas très clean là-dedans. Donc, on est toujours sur ces énergies qui finalement se cherchent entre cette volonté d'unifier par la force tous les lenders et face à ce pouvoir central qui finalement fascine et qui n'est pas compréhensible par cette autre, par ce miroir. Donc en fait, les deux énergies, en fait, les deux énergies-nations tendent chacune au 1. Il y en a une qui tend au 1 par son pouvoir central et l'autre qui tend au 1 par le fait de re-agglomérer l'infini. D'accord? Donc, il y en a une qui rayonne et une qui rapproche. Les deux visent à la même chose, sur des modèles différents, et se complètent et travaillent en miroir. C'est pour ça qu'on a, au niveau collectif, eu autant de choses qui se sont passées entre nous et qui à chaque fois notamment sur les nationalismes, se sont heurtés parce que c'était des volontés de retourner au 1 qui ont été évidemment mal traduites. On est d'accord. Donc voilà, donc je ne vais pas vous prendre la tête plus sur les Allemands. Je fais un bisou à mon Allemande préférée, Eva, mon amie. Et on va accéder à la numéro maintenant. Donc, retour sur Terre avec une pleine lune de mars 2018. 2 mars 2018 qui nous donne accès à 16. Donc, c'est bien la maison Dieu. Donc, la maison Dieu que vous pouvez voir... non, là. Qui laisse la possibilité... en fait, on est sur une construction ascensionnelle, d'accord? Donc, qui symbolise, je dirais, l'effort collectif pour arriver finalement à une sorte d'ego, en tout cas une reconnaissance, en tout cas une matérialisation collective dont on est fier. D'accord? Au niveau individuel, on peut avoir la même chose, hein. Ça peut symboliser aussi la construction de l'ego ou de quelque chose qui nous rend fort ou d'une carapace psychologique ou de quelque chose de rigide, d'accord? Ou même du corps physique. Le principe de la maison Dieu, c'est qu'il y a un événement, vous voyez, bim, qui vient sur le dessus et qui vient scratcher la tour par le haut, d'accord? Donc, il y a un événement qui est orchestré par le divin pour mettre les choses en forme, d'accord? Et surtout pour mettre en péril la construction. Donc, du coup, la construction, en tout cas, elle s'écroule, enfin, elle s'écroule. En tout cas, elle bouge. Et les boules qu'on voit tomber sont en fait issues de la brutalité de la secousse de l'événement. Et en fait, ces boules représentent autant de possibilités nouvelles de pouvoir reconstruire d'autres choses nouvelles une fois qu'on aura compris ce que c'est que la lumière qui sort de cet événement, donc les blanches, l'aspect spirituel qui en sortira, les bleus, et l'action qu'on devra mener, les rouges. Donc évidemment, cette notion d'ascension, donc de tour qui s'élève au ciel, elle est en fait, elle est ébranlée complètement sur ses bases. Donc en fait, on voit que de tout là-haut s'écroulent les deux petits personnages tombent, ils se retrouvent la tête en bas, comme le pendu, d'accord? Et dans l'impossibilité d'agir. Donc ils subissent cet événement. Donc on n'est pas dans quelque chose où on a la possibilité de réagir immédiatement, on a juste la possibilité de voir les choses de façon différente. Donc c'est la construction qui est détruite et qu'on nous demande juste finalement de changer de point de vue, changer notre façon de voir, changer notre façon de faire et en tout cas modifier cette construction. Donc, et pourquoi on nous a demandé ça? Parce que si on a fait cette construction, c'est le manque de discernement, c'est qu'on n'a pas vu quelque chose.
c'est le manque de discernement de nos actions, de nos réflexions, qui conduit en tout cas à faire des constructions comme ça qui ne sont pas justes. D'accord? Au niveau physique, on peut avoir aussi une mauvaise alimentation, une mauvaise, gestion de l'émotion, par exemple, suite à un truc et puis, bah, ça peut aussi manifester des calculs rénaux, par exemple. Je dis des conneries, mais c'est ce qui me vient, d'accord? Donc ça, c'est, le 16 de tarot de Marseille. Alors on a le 16 à Yin, qui est donc, tarot, des lettres hébraïques de Marie-Elia. Comme vous pouvez le voir, ce 16 à Yin, c'est l'œil de la source. Donc lui, en fait, il nous montre cette histoire de discernement dont on vient de parler. En fait, lui, il nous montre exactement ce que c'est. C'est-à-dire qu'il nous dit, attention, la lumière que vous recevez n'est pas forcément celle que vous devez intégrer. Vous devez peut-être filtrer cette lumière ou en tout cas enlever quelque chose pour qu'elle devienne pure et qu'elle soit directement issue de la source. Alors évidemment, ça nous renvoie à la source, à notre connexion aux origines, à notre connexion aux racines, à notre connexion à tout ça. Et c'est vraiment très, très, très important. D'accord? Dans le Zohar, Aïn, devant le passage veut aller devant le Saint béni en disant: «Ben moi, c'est moi, je vais présider la création parce que moi, je suis l'initiale du mot humilité». Et là, le Saint béni soit-il le regarde et lui dit: «Oui, mais sauf erreur de ma part, tu es aussi l'initiale du mot Hava, qui est destruction, iniquité, injustice flagrante». Et donc, il lui dit: «Pour que tu puisses reconstruire, eh bien, il va falloir que tu détruises. Donc, je ne peux pas te laisser présider à la création». Donc, si on regarde les choses, nous avons besoin de notre lien de voir avec la source et une fois que nous avons vu la source, nous allons détruire tout ce qui n'est pas utile. D'où la maison de Dieu avec cette construction qui s'écroule. La valeur de Yayin, c'est 70, donc en développé 130, donc on est sur une valeur 70 qui est très importante dans la Bible. C'est les 70 nations, enfin il y a beaucoup de choses au niveau du territoire qui sont relevées par ce 70. D'accord? Cette vibration qui est donc véhiculée par à la fois la maison de Dieu et Ayin, c'est la valeur de l'humilité. D'accord? Donc l'humilité qui permet le discernement en fait. C'est juste ça. L'humilité permet de ne pas tomber dans certaines servitudes de l'ego, notamment l'orgueil, notamment tout un tas de problématiques filtrantes qui obligent l'ego à réagir avant l'âme. L'humilité délivre de tout ça. D'accord? Et Ayin, c'est également le signe du troisième œil en fait. C'est la communication intérieure. C'est celle qui est la vraie communication, c'est la vraie information. C'est quand elle est validée par notre lumière intérieure et notre œil intérieur. Donc voilà, c'était les énergies de cette pleine lune du 2 mars 2018. Donc que je vais vous souhaiter pleine d'énergie et pleine de compréhension. Donc je vous souhaite plein de belles choses pour cette pleine lune. C'est définitivement trop long et de plus en plus long, donc je ne sais pas quoi vous dire. En tout cas, je vous embrasse tous très fort. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.